Ravi de vous retrouver au rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. La signature du procès verbal relatif au statut juridique de l'Église catholique a eu lieu ce jeudi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le point complet dans un instant. Le ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, en collaboration avec le médiateur de la République, a démarré ce jeudi à Alada un atelier d'échange sur la sécurisation des immeubles conformément à la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin. Le journal Matin Libre est condamné pour violation du code de déontologie et de l'éthique dans les médias par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. Le nouvel observateur, lui, est renvoyé à leur devoir de compétence. Des précisions dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Reprise des activités gouvernementales. Après 2 semaines de congé, le chef de l'État et ses ministres ont tenu ce 22 août le Conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au terme de cette réunion, entre autres la nomination d'un nouveau directeur à l'INSAE. Suivons ici un extrait du point de presse d'après Conseil des ministres, une présentation du ministre du Tourisme et des Sports, Oswald Romeke. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 août 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention numéro 102 de l'Organisation internationale du travail concernant la sécurité sociale, norme minimum. En engageant le processus de ratification de cette convention, le gouvernement permet à notre pays de renforcer son régime de sécurité sociale, d'offrir plus d'opportunités à la Caisse nationale de sécurité sociale et à la Caisse mutuelle de prévoyance sociale pour le renforcement de leurs capacités, de faire partie des États membres de l'OIT soucieux d'une plus grande protection sociale des travailleurs. Projet de loi portant création de la Caisse de dépôt et consignation CDC. La Caisse de dépôt et consignation est un outil de développement et de gestion sécurisée de l'épargne au niveau national. En tant que telle, elle soutient les politiques de gestion conjoncturelle de trésorerie et de mobilisation de ressources intérieures. Déroulement de la campagne de commercialisation 2018-2019 des amendes de carité. Cette campagne se déroulera du 6 septembre 2018 au 31 mai 2019. Conformément à la volonté des acteurs de la filière, le Conseil des ministres a décidé de maintenir à 100 francs CFA par kilogramme, comme lors de la précédente campagne, le prix plancher d'achat de l'amende. Promotion des associations sportives communales et institution des classes sportives et des classes culturelles. Les associations sportives communales sont un cadre de regroupement de jeunes pour le développement de la pratique du sport. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme pour leur promotion. Par ce programme, chacune de nos communes disposera d'une équipe dans les disciplines sportives telles que l'athlétisme, le basketball, le football et le handball, et dans les catégories d'âge notamment des moins de 17 ans et des moins de 20 ans. L'appui de l'État à ces associations sportives communales a pour objectif la détection et la formation des talents. Des propos recueillis par Loris Freddy Davo et Fréjus Fiossi. La signature du procès verbal relatif au statut juridique de l'Église catholique a eu lieu ce jeudi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Une cérémonie qui a connu la participation des évêques de la conférence épiscopale du Bénin. Le point complet dans cette édition avec Laurent Tonekes. La signature du procès verbal relatif au statut juridique de l'Église catholique au Bénin a eu lieu ce jeudi 23 août entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, et le nonce apostolique Monseigneur Brian Oudaïgoué en présence de la conférence épiscopale. Une cérémonie qui fait suite à l'accord cadre entre le Saint-Siège et le Bénin, signé le 21 octobre 2016, mais également grâce à l'implication personnelle du président de la République, Patrice Talon, qui a rencontré le 18 mai dernier le pape François. Constitué d'un préambule et de 19 articles,
Ce document de référence a pour objet de fixer le cadre juridique des relations entre le Saint-Siège et la République du Bénin, ainsi qu'entre l'Église et l'État au Bénin. Il vise à réglementer les matières d'intérêt commun et à contribuer à la collaboration en faveur de la promotion du bien commun, tout en sauvegardant dans leur ordre la souveraineté, l'indépendance et l'autonomie qui leur sont propres. Les deux parties s'engagent dans leurs relations à œuvrer ensemble pour le bien-être spirituel, social, moral et matériel de la personne humaine et spécifiquement pour la population béninoise que l'État et l'Église ont le devoir de servir et d'assister. Cette signature vient donc garantir à l'Église catholique de mener à bien sa mission au Bénin. Pour Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, c'est un plaisir d'achever un travail qui a commencé depuis plusieurs années. Selon lui, l'État béninois doit beaucoup à l'Église catholique pour la formation des hommes. Ce partenariat avec le Saint-Siège, en l'occurrence l'Église catholique, dira-t-il, est un partenariat positif. Le gouvernement de la République du Bénin souhaite garantir à l'Église catholique qui est établie l'exercice de son ministère dans des conditions optimales de sécurité et de jouissance de liberté d'expression et de manifestation, puisque celui-ci est conforme à notre constitution qui, tout en faisant du Bénin un État laïque, respecte les croyances et les écoles philosophiques présentes dans ce pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a par ailleurs rassuré le nonce apostolique et les évêques que le gouvernement est disposé à respecter les engagements pris dans cet accord cadre et reste ouvert à faire le travail de promotion du bien commun. Le ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, en collaboration avec le médiateur de la République du Bénin, organise du 23 au 25 août 2018 à Alada un atelier d'échange sur la sécurisation des immeubles conformément à la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin. Cette formation, appuyée par l'Agence nationale du domaine et du foncier, réunit les acteurs de ce secteur des départements de l'Atlantique et du littoral et les délégués du médiateur de la République. Suivez le point de la cérémonie du lancement des travaux avec Aristide Setti et Denis Marouya. Les plaintes inhérentes au foncier et au domaine constituent une préoccupation au garde des Sceaux et au médiateur de la République. Les recours portés devant les tribunaux, le médiateur de la République et les révélations des élus communaux justifient la tenue de cet atelier d'échange sur la sécurisation des immeubles conformément à la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin, dont les travaux se tiennent à Alada. Cet atelier vise donc à réduire les recours et plaintes adressées au médiateur de la République, mais surtout à permettre aux participants de mieux comprendre les nombreuses modifications apportées au code foncier et domanial en vue de leur large diffusion. Le maire d'Alada, Michel Aclérintor, et le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodjia, félicitent les initiateurs du dit projet. Je voudrais saluer la pertinence de l'initiative du médiateur de la République qui a vu juste en projetant une telle formation sur la sécurisation des immeubles. Vous avez le souci de protéger nos immeubles qui sont cédés pour assouvir en un laps de temps des besoins qui reviennent au galop dès que l'argent est terminé. Au regard de la recrudescence des drames sociaux résultant des problèmes fonciers, je me suis résolu, peu après ma prise de fonction, à prendre par les cornes le taureau de la mafia foncière aux formes et aux dimensions multiples. Toutefois, force est de reconnaître que pour en être à ce désastreux état des lieux, les responsabilités sont partagées entre plusieurs acteurs incontournables que sont notamment les cadres et agents de l'État à divers niveaux, les cabinets des géomètres, les élus locaux et toutes autres personnes ressources intéressées. Pour le médiateur de la République, Joseph Ignolonfon, la tenue de cet atelier est une occasion pour améliorer la culture dans un domaine important pour tous les Béninois. La loi 2013-01
du 14 août 2013 portant code foncier domanial en République du Bénin est venu donc bien à propos et à son heure pour limiter les dégâts ou les contenir. Les décrets d'application ont permis de compléter le dispositif ainsi mis en place. Mais les dispositions de cette architecture juridique sont complexes et compliquées car les vieilles pratiques ont la vie dure. C'est aujourd'hui, mesdames et messieurs, votre tour dans l'Atlantique et aussi un peu le littoral. Nous le faisons d'autant plus aisément que, après avoir suivi les enseignements de ces experts, que je remercie avec tendresse, vous êtes le fondement de toute action dans le domaine foncier. Pendant 72 heures, les participants auront droit à 4 communications présentées par des cadres de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Elles sont relatives à la problématique du foncier rural, du droit de prévention, le fonctionnement des différentes structures compétentes dans la gestion des problèmes fonciers et les procédures administratives à suivre pour l'obtention des actes fonciers. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a rendu public 2 décisions dans l'après-midi de ce mercredi 22 août 2018. La première est liée à une plainte pour diffamation contre le journal Matin Libre. La seconde, elle, concerne une autosaisine relative à une fausse publication du journal Le Nouvel Observateur qui, dans sa parution numéro 521 du mardi 12 juin 2018, a titré « Deuil à la chancellerie, en ce mois béni de Ramadan, Kouburat Hosseini a tiré sa révérence ». Je vous invite à écouter un extrait des 2 décisions lues par le rapporteur de l'ODEM, Gaspard Adjamossi. Il est au micro de Carnot François Rongbederento et de Denis Maroya. 93-08, ODEM 7. Dans sa parution numéro 897 du vendredi 2 mars 2018, le journal Matin Libre a publié à la une et en premier titre un article intitulé « Dossier FNM », protégé par l'OEC, une grosse débitrice en liberté. À la page 5, il est publié sous la rubrique « Économie » un article surtitré « Microfinance, dossier FNM » et portant le même titre. Le plaignant mentionne dans sa plainte que le journal Matin Libre ne s'est jamais rapproché de lui pour avoir sa version avant de publier des articles sur lui. Il affirme qu'il ne se reconnaît nullement en ce qu'il qualifie d'allégations publiées dans plusieurs parutions du dit journal. Par ces motifs, l'ODEM condamne le journal Matin Libre ainsi que son directeur de publication, M. Maximin Thibozo, pour violation des articles suivants du Code de déontologie de la presse béninoise. Par ailleurs, l'ODEM condamne Matin Libre à publier la présente décision conformément à l'article 31 alinéa 1er de ces statuts qui précise: lorsqu'un média est concerné, la décision prise à son encontre doit être publiée par celui-ci et reprise par les autres organes du paysage médiatique béninois, qu'ils soient publics, privés, audiovisuels ou écrits. Décision 94-08 ODEM 7. Dans sa réponse, le directeur de publication déclare: l'information que j'ai malencontreusement publiée a été capturée sur le site d'information News Bénin Web TV. Plus loin, il ajoute: je dois dire à ma décharge que je n'ai pas prêté attention à l'inscription fake news mise à la suite du titre de l'information sur le dit site, sous l'effet de la surprise désagréable qu'a provoqué en moi cette information qui s'est révélée par la suite fausse. Mais s'étant rendu compte le lendemain de l'erreur, renchérit-il, il a produit dans la parution numéro 522 du même journal un erratum à la une et à la même place. L'ODEM a pris acte de la bonne foi manifeste du directeur de publication. Par ces motifs, l'ODEM renvoie le journal Le Nouvel Observateur, le directeur de publication, M. Kolaole Maxime Sani, ainsi que les journalistes de la rédaction à leur devoir de compétence et au strict respect de l'article 2 du Code de déontologie relatif à l'exactitude et à la véracité de l'information avant publication.
L'UDEM met en garde le journal et le directeur de publication contre le non-respect de l'engagement pris. La communauté internationale a commémoré ce 23 août la journée internationale du souvenir de la traite négrière et son abolition. Au Bénin, c'est la ville de Ouidah, ville historique chargée d'histoire, qui a abrité les manifestations officielles. Quelle est l'origine de cette célébration et quelle est son importance? Élément de réponse dans cet élément que nous proposent Laurent, Roland, Tonekes et Fréjus Fiossi. La traite des Noirs par l'Atlantique a débuté au XVe siècle à destination de l'Europe, mais c'est après la découverte de l'Amérique qu'elle a pris son essor pour fournir de la main-d'œuvre aux plantations. Ainsi, des Noirs d'Afrique seront vendus tels des marchandises et ce durant plusieurs siècles. Une situation qui va durer jusqu'en 1791 où, dans la nuit du 22 au 23 août, des hommes et des femmes arrachés à l'Afrique et mis en esclavage se sont insurgés contre le système esclavagiste pour obtenir la liberté. C'est en souvenir de cette insurrection que l'UNESCO a choisi la date du 23 août de chaque année pour célébrer le souvenir de la traite négrière et de son abolition. Et depuis, l'UNESCO a choisi cette date pour qu'ensemble nous puissions nous mettre à réfléchir sur les causes historiques de cette tragédie, à réfléchir sur les conséquences actuelles et surtout aussi à voir les interactions que ça a eu avec l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Voilà un peu, disons, le symbole qui est derrière cette commémoration, qui vise aussi surtout à insérer dans les mémoires la tragédie de la traite négrière. L'histoire de la traite négrière et de l'esclavage a fait couler un flot de rage, de cruauté et d'amertume qui ne s'est pas encore taré. Elle est aussi une histoire de courage, de liberté et de fierté, de la liberté reconquise. Toute l'humanité s'y retrouve. Ce serait une faute et un crime de l'occulter ou de l'oublier. Ce souvenir est donc très important. Pourquoi ce souvenir? Parce que le bourreau ne faut pas laisser le bourreau tuer deux fois. Il ne faudrait pas que l'histoire se répète. Et que nous puissions ensemble prendre conscience de ce que les droits humains sont universels. Raviver la mémoire de la chose pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes revers, dans les mêmes je dirais, déviances de l'histoire. C'est une date reconnue en Afrique comme la date du souvenir de la déportation de nos ancêtres. Cette date mérite que chaque année, j'essaie de faire l'effort d'être présent à Ouidah, au Bénin, mais que partout sur le continent africain, on organise cette commémoration qui ne doit pas être un moment de fête, mais qui ne doit pas non plus être un moment de tristesse, mais un moment de joie, des retrouvailles de la famille africaine. Se souvenir pour montrer que ce n'est pas quelque chose de bien que de faire des captifs, de les emmener, de les esclavagiser et tout. Nous nous souvenons et donc il ne faut pas répéter, il ne faut pas de nouveau traiter les Africains de la sorte. Au-delà de cette célébration de tous les actes de réparation et de réconciliation, Georges Emmanuel Da Mileko, haut dignitaire de la Cour royale d'Alada, souhaite que cette célébration annuelle soit une occasion de remise de cartes nationales d'identité ou de passeports béninois aux afro-descendants en guise de reconnaissance. Les estimations sur le nombre de personnes déportées d'Afrique en Amérique varient pour la plupart entre 10 et 20 millions. Les descendants d'esclaves sont quant à eux estimés à plus de 350 millions dans le monde. Dans le même registre, résident au Bénin depuis plusieurs années, Marie-Ange Thébault, réunionnaise, et l'avocat martiniquais Georges Emmanuel Germani et Da Mileko se prononcent ici sur cette journée. On les écoute. C'est la 5e fois à peu près que je reviens au Bénin et à chaque fois j'ai toujours la même émotion lorsque je descends de l'avion et c'est un peu comme si je perdais la tête parfois, quoi. Je perds mes papiers, je ne sais plus où je vais. C'est très fort, c'est très fort. À chaque fois que je pose les pieds sur la terre africaine, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour mes ancêtres. Voilà, j'imagine voilà, ce qu'ils faisaient sur cette terre
avant d'avoir été pris, d'avoir été captif, avant d'avoir été emmené à l'étranger. Voilà, c'est une émotion forte. Il me semble que les miens venaient du sud-ouest du Bénin, mais qui n'était pas encore le Bénin à l'époque, puisque les pays n'existaient pas encore. Mais je cherche. À chaque fois que je viens, j'essaye d'avancer un tout petit peu pour moi, personnellement. Mais c'est très important de revenir sur la terre des ancêtres, d'essayer de comprendre la culture, cette culture avec laquelle ils sont partis, d'essayer aussi de discuter, de comprendre dans les familles qui ont perdu un des leurs ou plusieurs des leurs qui ont été emmenés captifs, d'essayer de comprendre aussi ce que ça représente pour eux, ce que cette perte représente pour eux. La première direction, quand j'atterris à Cotonou, ma première direction, c'est de prendre le royaume d'Alada, de prendre un temps pour rendre hommage à mon roi, Podébé Toïdjigla, l'homme enfant, mais surtout ressentir, respirer, vivre pleinement le Bénin, porter le Bénin. Je le porte également en Martinique où j'exerce la profession d'avocat. Dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, je ne m'habille pas comme vous par exemple, c'est-à-dire à l'européenne, et c'est finalement une contradiction que je vous invite à rectifier. Arrêtons de s'habiller comme les Européens, habillons-nous comme des Béninois, comme des Africains, respectons nos traditions. Mais je ne suis pas venu donner des leçons, je suis au contraire venu témoigner de ce que l'Afrique m'a apporté. En l'occurrence, je me veux un militant de la réparation par la restitution des nationalités. C'est-à-dire qu'il y a 400 ans, on m'a pris ma possibilité d'être béninois ou d'une autre nationalité du continent. Et aujourd'hui, c'est une question de réparation que de restituer la nationalité aux afrodescendants. Outil privilégié de la conservation de la mémoire, de faits historiques, de découvertes et des médias, la photographie que nous devons à des grands noms de l'histoire, notamment au Français Louis Daguerre, a bien évolué dans le temps. Aujourd'hui, c'est le numérique qui bouleverse ses codes et la transforme. Comment et avec qui au Bénin? Réponse dans ce magazine. Séance shooting photo en mode décontracté, un jeudi matin dans un studio à Cotonou, capitale économique du Bénin. À la manette, un photographe professionnel, un portraitiste, sa signature, le miroir des événements. Comme lui, quelques jeunes Béninois sont aux commandes de la nouvelle industrie photographique du pays. Darius Tossou fait partie du Landerneau. Ses œuvres à lui sont signées Riosda Pictures. Une ascension des jeunes favorisée par le numérique. Je pense que le numérique est un moyen plus facile pour nous, photographes, ou pour les gens du milieu de l'audiovisuel, de pouvoir pratiquer leur art ou de pouvoir pratiquer leur travail avec des appareils numériques. L'avènement des smartphones a également changé la façon de créer, d'apprécier et d'utiliser les images. De nouveaux procédés sont nés. Se faire prendre ou se prendre en photo avec un téléphone n'est plus qu'un jeu. Le selfie émerge. Aujourd'hui, avec le numérique, tout est déjà pré-réglé, l'appareil est intelligent. Vous pouvez prendre de belles photos avec votre téléphone, avec Palma. Le numérique est en train de changer ou en train de transformer totalement le milieu de la photographie et de l'audiovisuel. Cependant, les photographes professionnels gardent toujours leur place de choix dans la société. Ça n'empêche pas les photographes professionnels d'exercer leur boulot parce que moi, je suis un photographe portraitiste. Moi, mes clients, c'est des particuliers, des artistes, des personnalités publiques, les politiciens. Donc ceux-là, tu ne peux pas le prendre en photo avec un appareil, un smartphone. C'est deux résolutions différentes, deux qualités différentes de photographie. Qui t'a défini la finalité du cliché pris lors de shooting. Les gens de communication ne peuvent pas prendre des images avec les smartphones.
Parce qu'après, c'est pour faire des développements à grande échelle. Voilà, c'est pas la fait de résolution. Par ailleurs, il ne suffit plus seulement de nos jours de prendre une image. La post-production est désormais une étape importante en matière de photographie. Nous avons assez de logiciels de retouche photo qui permettent à des artistes photographes de s'exprimer autrement, de montrer la photographie ou de passer un message à travers une seule image, ce qui ne pourrait pas se faire en temps et qui ne peut pas toujours se faire avec un smartphone. Beaucoup de personnes ne veulent plus prendre la photo brute, c'est-à-dire la photo classique que nous connaissons, mais veulent aller au-delà. Nous pouvons enlever des taches dans le visage, nous pouvons enlever une barbe qui déborde par exemple, nous pouvons corriger une forte lumière sur le sujet, nous pouvons mettre des lunettes à la personne s'il n'en a pas, des choses en tout cas qui rendent vraiment la photo différente de celle qu'elle était à la base. Mais ces infidélités aux images ne risquent-elles pas de trahir leur nature? Si ce n'est que pour des photos portraits, on n'a pas forcément besoin de trop d'effets. Mais si c'est pour des photos artistiques, ça dépend du photographe. C'est un choix qu'on fait. Et pour un résultat fixe, donc je ne peux pas dire que c'est dénaturé ou pas. On ne dénature pas en tout cas le sujet. On essaie de rendre le sujet fidèlement, on essaie juste de corriger quelques imperfections de la photo et puis c'est bon. Nous parlons de l'image, elle ne soit pas dénaturée. Si l'image à la base véhicule un message, tout dépendra du type de photographe ou du type de photographie qui est en question. Ce n'est pas dénaturer la photographie, c'est plutôt apporter sa touche, avoir sa particularité. Il m'arrive de livrer des photos non retouchées que des clients préfèrent pour ceux qui veulent rester dans le classique. Mais aujourd'hui, en fait, le travail que j'ai proposé au monde entier veut ce style de photo, veut cette retouche, veut ce perfectionnement. Je pense qu'aujourd'hui, grâce au logiciel, nous arrivons à corriger des choses que l'analogique ne nous permettait pas de faire forcément avec l'ordinateur. Une chance. Désormais, ces photographes, fiers, vivent de leur art. J'ai vu de ces séances photos que je fais aux gens, peut-être pour des campagnes politiques ou des couvertures médiatiques, pour les gens qui sont dans la mode, pour des gens qui vendent un service. Je fais des photos. Je peux faire des photos de bâtiments, des hôtels. J'ai des expositions et tout. Quand tu vas exposer sur des festivals, tu rentabilises. Et en même temps, il peut y avoir des festivals, des gens qui viennent suivre, qui sont intéressés par ton produit, qui te les achètent. De toutes les manières, c'est remué d'une certaine manière pour qu'on puisse en vivre et qu'on soit fier d'être photographe. Vous en vivez, vous ? Oui, pleinement. Parole du promoteur du premier festival béninois entièrement dédié à la valorisation de la photographie, Festiflash. Une production de Fréjus Serroin et Romaric Débauchy. Actualité hors du Bénin sous forme de crème, pilule ou injection. Les méthodes pour s'éclaircir la peau sont multiples. Sur le continent africain, le business du blanchissement de la peau est en plein essor. Un marché cependant dangereux pour les consommateurs par manque de réglementation. Reportage. C'est un rituel quotidien. Depuis 7 ans, Toyin utilise cette crème éclaircissante. Un produit qui, selon elle, la protège du soleil et lui donne un teint plus clair. Mais avec le temps, sa peau commence à rougir et laisse apparaître des taches plus sombres. J'aime cette crème en particulier parce qu'elle m'empêche de me faire brûler par le soleil. Depuis que je l'utilise, les gens me font des compliments. Ma peau n'est pas trop sombre, pas trop claire, je garde mon teint naturel. Sur le continent africain, le business des crèmes éclaircissantes est en plein boom. Hommes et femmes achètent ces cosmétiques qui blanchissent la peau en réduisant le taux de mélanine. Le prix d'un pot de crème varie de 2 à 5 € et les adeptes sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Des plus pauvres aux plus riches, en passant par la classe moyenne, bon nombre d'entre eux se blanchissent la peau. Dans ma dernière recherche, j'ai découvert que lorsque vous allez sur les marchés, 6 personnes sur 10 se blanchissent la peau. Le succès de ces crèmes a entraîné la création d'un vaste marché informel où la qualité et la concentration des ingrédients, comme parfois des stéroïdes, du plomb ou du mercure, ne sont pas régulés. Les effets secondaires des crèmes peuvent être désastreux et entraîner des cancers de la peau.
Vous commencez à affecter non seulement les couches supérieures de la peau, mais aussi les couches profondes de la peau à un point tel qu'à un moment donné, tout le processus s'inverse. Vous obtenez des zones plus foncées de la peau, et parfois la peau est tellement détruite que la seule solution devient la chirurgie au laser ou la chirurgie de reconstitution. Dernière tendance dans les techniques d'éclaircissement de la peau, l'utilisation du glutathion en gélule ou en injection. Cet antioxydant, notamment utilisé pour soigner les cancers, blanchit rapidement la peau et sert d'alternative aux crèmes. Son utilisation n'est pas illégale, mais les conséquences à long terme restent encore inconnues. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.